Mes parents m'ont poursuivi en justice pour avoir refusé de vendre mon appartement afin de financer le divorce de ma sœur, alors je leur ai donné une leçon, ils vont le regretter. Je m'appelle Valérie Edwards et à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans ma cuisine tenant des documents juridiques signifiés par mes propres parents. Après avoir travaillé 60 heures par semaine pendant des années pour pouvoir m'offrir mon appartement au centre-ville de Chicago, ils s'attendaient à ce que je le vende pour financer le divorce compliqué de ma sœur Britney. J'avais toujours été la responsable, celle qui ne causait jamais de problème, tandis que Britney restait l'enfant chéri malgré son chaos. Avant de vous raconter comment j'ai tenu tête à ma famille après des années à être leur paillasson, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà dû vous battre pour ce qui vous appartient de droit. Ayant grandi dans la banlieue de l'Illinois, mes souvenirs d'enfance sont remplis de moments où j'étais la sœur aînée négligée. Dès la naissance de Britney quand j'avais 3 ans, il y a eu un changement clair dans l'attention de mes parents. Les photos de famille racontaient l'histoire clairement. Britney au centre, avec maman et papa rayonnant de fierté, tandis que je me tenais légèrement sur le côté, souvent à moitié hors du cadre. Ce n'était pas qu'ils étaient délibérément cruels. Ils rendaient juste abondamment clair qui était le favori. Valérie, tu dois donner le bon exemple, est devenue la bande-son de ma jeunesse. Quand Britney a cassé mon projet de science la nuit avant qu'il ne soit dû, j'ai dû comprendre qu'elle était juste curieuse. Quand elle a emprunté mes vêtements sans demander et les a rendus tachés, j'ai eu besoin d'être plus généreuse avec mes affaires. Le schéma était établi tôt. Britney agissait comme elle voulait, et on s'attendait à ce que je m'adapte. La remise de diplôme du lycée a marqué un tournant. Alors que les parents de mes amis organisaient des fêtes élaborées et m'offraient des voitures ou des voyages, mes parents m'ont donné une carte avec $20 dedans. Nous économisons pour la compétition de danse de Britney, ont-ils expliqué. Pendant ce temps, ils avaient déjà commencé un fonds universitaire pour elle tout en m'informant que je devrais trouver ma propre voie puisque j'étais si indépendante. L'université a été une lutte dès le premier jour. J'ai fréquenté la State University, pas mon école de rêve, mais celle qui offrait le meilleur programme d'aide financière. Même alors, j'ai travaillé 3 emplois, le matin au café du campus, le soir en tant que serveuse, et les week-ends à faire de la saisie de données pour le département de commerce. Certaines nuits, je ne dormais que 4 heures avant de recommencer le cycle. Ma colocataire Jessica me trouvait souvent endormie sur mes manuels. « Tes parents ne t'aident pas du tout ?» m'a-t-elle demandé un jour, incrédule. « Ils croient en l'autosuffisance ?» ai-je répondu. La phrase répétée sonnait faux même à mes propres oreilles. Pendant ce temps, Britney fréquentait une université privée coûteuse avec un plan repas, un logement et une allocation mensuelle. Pendant les vacances, elle racontait à la famille des histoires de fêtes de sororité et de voyages de vacances de printemps pendant que je restais assise tranquillement, trop épuisée pour contribuer beaucoup à la conversation. Après l'obtention du diplôme, j'ai décroché un poste d'entrée de gamme dans une société financière à Chicago. Le salaire de départ était modeste, mais j'avais un plan. Je vivais dans un minuscule studio avec des meubles de seconde main, apportais mon déjeuner de la maison tous les jours et suivais chaque centime dépensé. Mes collègues pensaient que j'étais antisocial quand je refusais les happy hours et les dîners d'équipe. Mais j'avais un objectif, être propriétaire. Pendant 5 ans, j'ai économisé agressivement. Pas de vacances, pas de nouveaux vêtements sauf si absolument nécessaire, pas de dépenses frivoles d'aucune sorte. À 28 ans, j'avais assez pour un acompte sur un appartement d'une chambre dans un quartier convenable de Chicago. Le jour où j'ai signé ces papiers fut la première fois que je fus vraiment fier de moi. Personne ne m'avait aidé. Cette réussite était mienne seule. L'appartement avait besoin de travaux quand je l'ai acheté, une cuisine dépassée, des moquettes usées, une salle de bain tout droit sortie des années 1980. Mais au cours des 2 années suivantes, je l'ai lentement transformé. J'ai appris à caroler grâce à des vidéos YouTube, j'ai peint tous les murs moi-même et j'ai fouillé les soldes pour trouver des équipements de qualité. Chaque amélioration représentait d'innombrables heures supplémentaires de travail et des plaisirs simples refusés. Cet endroit était plus qu'une propriété. C'était la preuve tangible de ma détermination. Au fil des années, la vie de Britney a suivi une trajectoire différente. Après l'université, elle a navigué entre les emplois, ne restant jamais nulle part plus de 6 mois. L'environnement de travail était toxique, où mon patron me faisait des avances, où il n'appréciait pas mes talents, étaient ses explications habituelles. Mes parents hochaient toujours la tête avec sympathie, ouvrant leur portefeuille et leur chambre d'amis chaque fois que nécessaire. Quand Britney a rencontré Kevin Thompson à 26 ans, il semblait que son heure de gloire était enfin arrivée.
Kevin avait 34 ans, était établi dans sa carrière de banquier d'affaires et venait d'une famille fortunée. Leur romance fulgurante a conduit à un engagement après seulement 4 mois et à un mariage somptueux pour lequel mes parents ont vidé leur compte de retraite pour le financer. J'ai contribué ce que j'ai pu et servi comme demoiselle d'honneur, espérant sincèrement que ce serait le tournant pour Britney. Il est plein aux as, m'a murmuré Britney pendant la réception, le champagne débordant du verre. Je suis paré pour la vie. Quelque chose dans son ton me mettait mal à l'aise, mais j'ai mis ce sentiment de côté. Les réunions de famille sont devenues plus tolérables après le mariage de Britney. Avec elle apparemment installée, mes parents montraient parfois de l'intérêt pour ma vie et ma progression de carrière. J'ai maintenu des limites prudentes, limitant les visites et les appels téléphoniques pour protéger la paix que j'avais chèrement acquise. Quand je les voyais, je gardais les conversations légères et redirigeais les questions personnelles. Ce n'était pas parfait, mais c'était gérable. Puis vint l'appel téléphonique qui allait tout bouleverser. C'était un mardi soir et je venais juste de rentrer du travail. Valérie, c'est maman. Britney a quelques difficultés conjugales. Nous organisons un dîner de famille samedi pour en discuter. Tu dois être là. Le ton ne laissait aucune place aux questions ou aux refus. Je ne savais pas que ce dîner serait le premier domino d'une série d'événements qui me forcerait à redéfinir ma relation avec toute ma famille. Samedi arriva et je me garai devant la maison de mes parents avec un sentiment de malaise s'installant dans mon estomac. Les dîners de famille étaient rarement des affaires agréables, mais quelque chose dans celui-ci semblait particulièrement sinistre. J'ai apporté une bouteille de vin comme gage de paix, bien que je soupçonne qu'il nous faudrait quelque chose de plus fort d'ici la fin de la soirée. La scène à l'intérieur était tendue. Mon père, Robert, était assis stoïquement en tête de table, tandis que ma mère, Martha, s'agitait dans la cuisine avec une énergie nerveuse. Britney était introuvable. Où est la femme de l'heure, ai-je demandé, en essayant de garder mon ton léger. Dans la chambre d'amis. Elle passe un moment difficile, a répondu ma mère, sa voix baissant en murmure comme si Britney pouvait entendre d'en haut. Ne parle pas de Kevin à moins qu'elle ne le fasse. Le dîner fut une affaire silencieuse jusqu'à l'arrivée du plat principal. Juste au moment où ma mère servait le rôti, Britney fit son entrée. J'ai failli laisser tomber ma fourchette. Ma sœur, normalement impeccablement soignée, avait l'air décoiffée. Ses vêtements de designer avaient été remplacés par des pantalons de survêtement. Ses cheveux étaient non lavés et ses yeux cernés de rouge. « Gentil de ta part de enfin te joindre à nous, Val », a-t-elle dit avec une amertume inattendue. Avant que je puisse répondre, mon père s'éclaircit la gorge. Autant aller droit au but. Britney et Kevin divorcent. J'ai exprimé ma sympathie appropriée tout en calculant mentalement qu'ils étaient mariés depuis moins de 3 ans. Je suis désolé de l'apprendre. Que s'est-il passé? La question a déclenché une réaction immédiate. Ma mère a halté comme si j'avais dit quelque chose d'obscène. Le visage de mon père s'est assombri. Britney a éclaté en sanglots dramatiques. Kevin est complètement déraisonnable, a dit ma mère, se précipitant pour consoler Britney. Il essaie de la laisser avec rien. Progressivement, à travers une combinaison d'accusations, de larmes et d'aveux réticents lorsque j'ai demandé des détails, la vraie histoire a émergé. Britney avait eu une liaison avec l'ami de Kevin. Pas juste une erreur unique, mais une relation de 6 mois menée en partie dans la maison que Kevin leur avait achetée. Quand Kevin a découvert l'infidélité, il a immédiatement demandé le divorce. Mais le contrat de mariage, a crié Britney, il a une clause de fidélité. Il dit, je n'obtiens rien parce que j'ai triché. Sûrement que tu obtiens quelque chose, ai-je dit. La loi prévoit généralement une certaine division des biens acquis pendant le mariage. C'est ça le problème, a interrompu mon père. Les avocats de Kevin sont bons. Le contrat de mariage est inattaquable. Elle pourrait obtenir un petit règlement, mais rien de ce qu'elle mérite après l'avoir supporté pendant 3 ans. J'ai mordu ma langue pour ne pas souligner que d'après ce que j'avais vu, Kevin n'avait été que généreux et patient avec Britney. Au lieu de cela, j'ai posé la question évidente, mais les détails. Alors, que se passe-t-il maintenant? Mes parents ont échangé un regard que je reconnaissais depuis l'enfance. C'était le même regard qu'ils s'étaient échangé avant d'expliquer pourquoi mon fonds universitaire avait été dépensé pour la fête de Britney pour ses 16 ans. Britney a besoin de se battre, a dit ma mère, sa voix prenant une qualité suppliante à propos de ton appartement. Mon appartement, ai-je répété, sincèrement confuse. Il a beaucoup apprécié depuis que tu l'as acheté.
N'est-ce pas, a demandé mon père. Avec toutes ces rénovations et l'amélioration du quartier, un froid s'est propagé dans ma poitrine alors que je commençais à comprendre où cela menait. Nous avons pensé, a dit ma mère, se penchant en avant, que tu pourrais le vendre. Utiliser la valeur nette pour aider Britney avec ses frais juridiques. Tu peux toujours revenir dans une location pendant un certain temps. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ils étaient vraiment sérieux. Ils s'attendaient à ce que je vende ma maison, le résultat de près d'une décennie de sacrifices et de travail acharné pour financer le divorce de Britney après qu'elle ait trompé son mari. Cela ne va pas arriver, ai-je dit finalement, ma voix ferme malgré la rage qui montait en moi. Maintenant, Valérie, a commencé mon père dans son ton de leçon. La famille est de la famille. Quand l'un de nous est en difficulté, nous contribuons tous. Quand est-ce que quelqu'un de vous a contribué pour moi? La question m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Ma mère avait l'air blessée. Nous t'avons élevé, mis un toit sur ta tête, de la nourriture sur la table. Les exigences légales de base de la parentalité, ai-je rétorqué. J'ai travaillé pendant mes études alors que vous avez payé la bourse complète de Britney. J'ai économisé pendant des années en vivant dans un endroit avec des fuites au toit et pas de climatisation pour pouvoir me permettre cet appartement. Chaque amélioration venait de ma sueur et de mes sacrifices. C'est juste un appartement, a soudainement interrompu Britney. Tu pourras en avoir un autre plus tard. C'est ma vie dont nous parlons. Et l'appartement, c'est ma vie, ai-je répondu. Il représente tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je ne vais pas le vendre. Le visage de mon père s'est renfrogné. Nous ne demandons pas la charité. Tu pourrais considérer ça comme un prêt. J'ai failli rire. Un prêt? Quand Britney a-t-elle jamais remboursé quoi que ce soit? Tu te souviens quand elle a emprunté 4000 $ pour ce dépôt de location après l'université ou pour la voiture pour laquelle vous vous êtes porté garant et qui a été saisie? C'est injuste, a protesté ma mère. Non, ce qui est injuste, c'est de s'attendre à ce que je démantèle ma vie parce que Britney a trompé son mari et fait face aux conséquences. J'ai suggéré des alternatives. Mes parents pourraient contracter un prêt sur valeur domiciliaire. Britney pourrait trouver un emploi et payer son avocat en plusieurs fois, ou elle pourrait accepter un règlement plus petit et passer à autre chose. Chaque suggestion a été immédiatement rejetée. Nous sommes déjà hypothéqués au maximum après avoir payé le mariage, a admis mon père. Aucun avocat ne travaillera avec un plan de paiement pour un cas comme celui-ci, a insisté ma mère. Je mérite la moitié de tout ce que Kevin a déclaré Britney comme si elle énonçait un fait évident. La conversation a tourné en rond pendant une heure de plus, devenant de plus en plus houleuse. Mes parents ont alterné entre les appels à la culpabilité, la loyauté familiale et finalement la manipulation émotionnelle pure et simple. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a dit ma mère en larmes. Si tu avais la moindre décence, a ajouté mon père. J'ai toujours su que tu étais jalouse de moi, a craché Britney. Finalement, je me suis levé. Je pars. Ma réponse est non. Je ne vendrai pas mon appartement. Je suis heureuse d'aider Britney à mettre à jour son CV ou de la conduire à des entretiens d'embauche, mais je ne démantèlerai pas ma sécurité financière pour cela. Alors que j'atteignais la porte, mon père m'a interpellé. Ce n'est pas fini, Valérie. D'une manière ou d'une autre, tu feras ce qu'il faut pour ta sœur. Quelque chose dans son ton m'a donné des frissons, mais je suis sorti sans regarder en arrière. En rentrant chez moi, j'ai essayé de me convaincre qu'ils finiraient par voir la raison, que cette demande extravagante serait oubliée une fois qu'ils auraient le temps d'y réfléchir. Je me trompais. Si mal. Les semaines suivantes ont apporté un assaut auquel j'étais totalement préparé. Cela a commencé par des appels téléphoniques plusieurs fois par jour de la part de mes deux parents et de Britney. Quand j'ai arrêté de répondre, ils ont commencé à envoyer des SMS. Les messages allaient de la culpabilisation, comment peux-tu dormir la nuit en sachant que ta sœur souffre? À la menace, tu regretteras d'avoir tourné le dos à cette famille. J'ai bloqué leur numéro, en espérant retrouver la paix. Au lieu de cela, la campagne s'est étendue. Des tantes, des oncles et des cousins à qui je parlais à peine ont commencé à me contacter, tous avec le même message, tu dois intervenir et faire ce qu'il faut pour Britney. Il est devenu clair que mes parents diffusaient leur version des événements à travers la famille élargie. Ta mère est hors d'elle, a dit tante Patricia, qui ne m'avait pas contacté depuis 3 ans, même pas pour mon 30e anniversaire. Comment peux-tu être si égoïste?
Parce que je ne vendrai pas ma maison pour financer le divorce de Britney après qu'elle ait trompé son mari, ai-je demandé. Ce n'est pas le problème, a répondu tante Patricia, confirmant que mes parents omettaient des détails clés dans leur récit. La situation s'est aggravée quand j'ai reçu une notification de ma banque concernant une tentative d'accès à mes comptes. Quelqu'un avait essayé de se connecter en utilisant mon ancien mot de passe, déclenchant le système de sécurité. Quand j'ai appelé la banque pour enquêter, ils ont confirmé que la tentative venait d'une adresse IP correspondant à la maison de mes parents. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Ils avaient essayé d'accéder à mes informations financières sans ma permission. S'ils avaient réussi, qu'auraient-ils fait? Transférer de l'argent, vérifier mes soldes pour calculer combien ils pouvaient me faire pression pour obtenir? La violation m'a laissé un sentiment de malaise et de vulnérabilité. Avant que je puisse pleinement comprendre cette trahison, Britney a fait passer les choses au niveau supérieur. J'étais en réunion client quand mon assistant m'a interrompu avec un message urgent. Il y a une femme dans le hall qui fait du scandale. C'est ta sœur et elle a besoin de te voir immédiatement, a-t-elle murmuré. Je me suis excusé et je me suis précipité dans le hall pour trouver Britney criant après la réceptionniste. Elle était habillée de manière inappropriée pour un bureau financier, sa voix portant dans tout l'étage alors qu'elle exigeait de me voir. Les clients et les collègues regardaient ouvertement. « Qu'est-ce que tu fais ici » ai-je sifflé, mortifié en la tirant vers la sortie. « Puisque tu ignores tout le monde, j'ai pensé venir voir moi-même comment se passe ta précieuse carrière pendant que ma vie s'effondre, a-t-elle répliqué. « Tu dois partir maintenant. Pas avant que tu ne consentis à m'aider. » Kevin me pousse à un règlement rapide. « Je n'ai rien, Valérie. Rien. Tu as tout un appartement que tu pourrais vendre. » Baisse la voix, ai-je supplié, parfaitement consciente de l'audience que nous avions attirée. C'est mon lieu de travail. Je m'en fiche. Tu ne te soucies clairement pas de moi. Alors pourquoi devrais-je me soucier de ton travail? La sécurité est arrivée, convoquée par la réceptionniste. Alors qu'il escortait Britney dehors, elle a crié des accusations et des insultes assez forts pour que tout le monde entende. Je suis retourné à ma réunion les mains tremblantes pour trouver mes clients échangeant des regards inconfortables. Urgence familiale, ai-je expliqué faiblement. Devrions-nous continuer? La réunion s'est poursuivie, mais le mal était fait. Ma réputation professionnelle bâtie sur la compétence et le sang-froid avait été publiquement remise en question. Plus tard cet après-midi-là, mon patron Grégory m'a appelé dans son bureau. « Tout va bien, Valérie ?» C'était toute une scène tout à l'heure. J'ai envisagé de laisser tomber, mais je me suis retrouvé de manière inattendue à avouer toute la situation. Grégory a écouté attentivement, son expression devenant de plus en plus préoccupée. « C'est du harcèlement ?» a-t-il dit finalement. « As-tu envisagé de parler à un avocat ?» La suggestion m'a surprise. Dans mon esprit, il s'agissait d'un conflit familial désagréable, pas d'une affaire juridique. Mais la perspective de Grégory m'a forcé à reconnaître à quel point les choses avaient dégénéré. Mon sommeil était perturbé. Mon travail souffrait. Et je me sentais constamment sur les nerfs, sursautant chaque fois que mon téléphone sonnait. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie Zoé, la seule personne à qui je sentais que je pouvais vraiment me confier. Nous nous sommes rencontrés dans un bar tranquille loin de mon bureau et de mon appartement, un endroit où ma famille ne penserait pas à me chercher. « Tu as l'air terrible », a dit Zoé sans détour alors que je m'installais dans le siège. « Merci », ai-je répondu sèchement, acceptant le verre de vin qu'elle me tendait. « Je le pense vraiment, Val. Tu as perdu du poids. Il y a des cernes sous tes yeux. Cela te pèse sérieusement. » J'ai résumé la situation, y compris les derniers développements. Zoé a écouté sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque nouveau détail. « Ce n'est pas une pression familiale normale », a-t-elle dit quand j'ai eu fini. « Il te terrorise. La question du compte en banque franchit une ligne majeure. Et venir à ton lieu de travail, c'est du sabotage délibéré. Je continue de penser que si je reste ferme, ils finiront par abandonner et passer à autre chose. » Zoé a secoué la tête. Les gens qui violent les frontières ne développent pas soudainement du respect pour elles. Ta famille n'a jamais respecté ton autonomie. Pourquoi commencerait-il maintenant? Ces mots ont résonné. Tout au long de ma vie, on s'attendait à ce que je me plie à la volonté de ma famille, surtout en ce qui concerne les besoins et les désirs de Britney. Rester ferme représentait maintenant un changement fondamental dans notre dynamique, un changement qu'ils étaient clairement peu disposés à accepter.
Je pense que tu devrais envisager des options juridiques, a suggéré Zoé, faisant écho au conseil de Grégory. Au minimum, une lettre de mise en demeure pour le harcèlement. J'ai hoché la tête, commençant à accepter que cette situation nécessitait plus que de la simple résolution personnelle. J'avais besoin de protection professionnelle et peut-être légale. La semaine suivante, j'ai tenté une dernière médiation. J'ai invité mes parents à se rencontrer dans un lieu neutre, un café au centre-ville, en espérant qu'un lieu public encouragerait un comportement civilisé. Ils sont arrivés l'air sombre mais composé. Je veux mettre les choses au clair, ai-je commencé. Je comprends que vous soyez inquiet pour Britney, mais la façon dont vous me faites pression est inacceptable. Nous n'aurions pas à te faire pression si tu faisais simplement la bonne chose, a répondu mon père. Vendre ma maison n'est pas la bonne chose, pas pour moi. C'est toujours à propos de toi, a murmuré ma mère. Oui, quand il s'agit de ma propriété et de ma sécurité financière, c'est à propos de moi, ai-je insisté. Je suis prête à aider Britney d'autres manières. Je peux l'aider à trouver une offre d'emploi, un soutien émotionnel, même la laisser rester avec moi temporairement si nécessaire. Mais je ne vendrai pas mon appartement. Mes parents ont échangé un regard que je ne pouvais pas interpréter. Nous espérions que tu serais raisonnable, a dit mon père finalement. Mais tu ne nous laisses pas le choix. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé, un nœud se formant dans mon estomac. Tu verras, a répondu ma mère de manière inquiétante. 3 jours plus tard, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Je suis rentré chez moi du travail pour trouver un coursier m'attendant à ma porte avec des documents juridiques. Mes parents me poursuivaient en justice. La plainte alléguait que j'avais verbalement accepté de fournir un soutien financier pour les procédures de divorce de Britney, notamment en vendant mon appartement et en y contribuant. Ils ont affirmé avoir des témoins de cet accord et cherchaient à le faire appliquer par les tribunaux. Je me suis tenu dans ma cuisine, les papiers tremblants dans mes mains, complètement choqué. Mes propres parents me poursuivaient en justice pour une promesse que je n'avais jamais faite. Mais la vraie trahison est venue quand j'ai lu plus loin dans le dossier. Comme preuve, ils avaient inclus des extraits de mes journaux d'enfance, des journaux privés que j'avais tenus chez eux, dans lesquels j'avais écrit vouloir toujours être là pour ma famille et prendre soin d'eux. Ces écrits profondément personnels, que je croyais en sécurité dans ma vieille chambre, étaient maintenant utilisés contre moi en justice. La violation était complète. Non seulement ils avaient envahi ma vie privée financière et menacé ma carrière, mais ils avaient également utilisé mes pensées les plus intimes comme arme. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. La fille qui avait toujours cherché l'approbation, qui avait maintenu le contact, malgré des années de favoritisme et de négligence, qui avait continué à espérer une relation saine avec sa famille, a cessé d'exister. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui était enfin prêt à riposter. Le procès était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après avoir lu les documents juridiques 3 fois, incapable de comprendre pleinement l'ampleur de la trahison de mes parents, je me suis effondré sur le sol de ma cuisine. Pour la première fois depuis mon enfance, je me suis permis de pleurer vraiment à propos de ma famille. Pas les larmes calmes et contrôlées que je m'étais permises au fil des ans, mais des sanglots bruts et gutturaux qui me laissaient haletante. La douleur d'une vie entière à être secondaire, à ne jamais être assez, malgré mes réalisations, à être censé me sacrifier, tandis que Britney prenait enfin tout, à briser les murs soigneusement construits. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais finalement les larmes se sont calmées, me laissant vide, mais étrangement plus clair. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de membres de la famille qui avaient évidemment été informés du procès. Je les ai tous ignorés, sauf un message de Grégory, mon patron. J'ai entendu ce qui s'est passé. Prends demain de congé. J'ai quelqu'un que tu devrais voir. Le lendemain matin, j'ai rencontré Grégory pour un petit déjeuner dans un restaurant tranquille près du bureau. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a commandé du café pour nous deux sans parler. Quand la serveuse est partie, il m'a glissé une carte de visite. Elena Vasquez, la meilleure avocate que je connaisse en droit de la famille et en litige civil. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds par qui que ce soit. J'ai regardé la carte. Je ne peux pas me permettre une avocate de haut niveau. Pas si je veux garder mon appartement, ce qui est tout l'enjeu. Grégory a secoué la tête. Elle me doit une faveur. Une grosse. La consultation initiale est à mes frais et elle travaillera avec toi pour le reste. Pourquoi ferais-tu ça? Ai-je demandé, sincèrement confuse. D'après mon expérience,
Les gens n'offrent pas d'aide sans attendre quelque chose en retour. Parce que ce qui t'arrive est mal, a-t-il dit simplement. Et parce que tu es l'une de mes meilleures analystes, et je ne veux pas te perdre à cause de ce désordre. Sa gentillesse directe m'a presque fait pleurer à nouveau. J'ai accepté la carte avec des remerciements murmurés. Le bureau d'Elena était intimidant, tout en verre et en chrome dans un gratte-ciel surplombant la rivière. La femme elle-même était encore plus intimidante, aux yeux vifs, impeccablement vêtue, avec une demi-anore sans fioriture qui me faisait m'asseoir plus droite. Alors, elle a dit, après que j'ai expliqué la situation, tes parents te poursuivent en justice pour forcer la vente de ta propriété sur la base d'un accord verbal qui n'a jamais eu lieu, en utilisant tes journaux d'enfance comme preuve de ton intention générale de soutenir la famille. Oui, elle a laissé échapper un rire court et incrédule. C'est aussi juridiquement valable qu'un château de sable à marée haute. Donc ils n'ont pas de dossier. Ils n'ont même pas de dossier. Mais elle a levé un doigt. Cela ne signifie pas que nous devons le prendre à la légère. Le fait qu'ils soient allés si loin suggère qu'ils sont soit désespérés, soit qu'ils reçoivent de très mauvais conseils, peut-être les deux, et que les personnes désespérées peuvent être imprévisibles. Elena a posé des questions détaillées sur ma propriété, mon indépendance financière par rapport à mes parents et le harcèlement récent. Pendant que je répondais, elle prenait des notes et hochait occasionnellement la tête ou fronçait les sourcils. « As-tu vérifié ton rapport de crédit récemment » a-t-elle demandé soudainement. Non. Pourquoi? Juste par précaution. Les personnes disposées à accéder à tes comptes bancaires pourraient essayer d'autres voies financières. Cet après-midi-là, j'ai effectué un contrôle de crédit et découvert quelque chose de troublant. Il y avait des prêts étudiants à mon nom que je n'avais jamais contractés, datant de mes années universitaires. Des prêts sur lesquels je payais à mon insu des intérêts par prélèvements automatiques décrits comme « service de prêt étudiant » sur mes relevés bancaires, que j'avais supposé être mes prêts étudiants légitimes. Une enquête plus approfondie a révélé que mes parents avaient contracté ces prêts supplémentaires en mon nom sans ma connaissance ou mon consentement, en utilisant mon numéro de sécurité sociale et des signatures falsifiées. L'argent n'était jamais allé à mon éducation. D'après le calendrier, il semblait avoir financé des dépenses familiales et peut-être certaines activités de Britney. Quand j'ai appelé Elena avec cette découverte, sa réponse a été immédiate. C'est de la fraude. De la fraude criminelle. Nous devons tout documenter. Les coups continuaient. En examinant de vieux dossiers financiers pour documenter la fraude, j'ai trouvé des emails de mes parents à divers membres de la famille qui avaient été envoyés par erreur à un compte de messagerie familiale partagé que je consultais rarement. Les emails me dépeignaient comme ingrate et égoïste, affirmant que j'avais promis de vendre mon appartement pour Britney, mais que je me rétractais maintenant par jalousie. Ils me retournaient systématiquement contre moi la famille élargie pendant des semaines avant même que le procès ne soit intenté. Ce soir-là, le bureau de sécurité de mon appartement a appelé pour m'informer que mes parents avaient tenté d'entrer dans mon immeuble, affirmant qu'ils devaient vérifier mon état car j'étais en crise de santé mentale. Heureusement, le garde de sécurité a suivi le protocole et leur a refusé l'entrée sans ma permission. Quand j'ai vérifié les images de ma caméra de sécurité installée après l'incident au lieu de travail de Britney, je les ai vus traîner devant mon immeuble pendant près d'une heure avant de partir. Le lendemain, ils sont revenus avec une clé de rechange que j'ignorais qu'ils possédaient, seulement pour découvrir que j'avais changé les serrures des mois plus tôt dans le cadre de ma rénovation. Les images de sécurité les ont montrées tentant clairement d'entrer, puis mon père semblant prendre des notes ou photographier des objets visibles à travers mes fenêtres. Ils essaient d'inventorier mes biens, ai-je réalisé avec horreur quand j'ai montré les images à Elena. Ou d'établir que vous n'habitez pas là pour renforcer leur affirmation que vous n'avez pas besoin de la propriété, a-t-elle suggéré d'un ton maussade. Quoi qu'il en soit, c'est une violation de propriété. La pression devenait insupportable. J'ai pris une semaine de congé de travail, trop anxieuse pour quitter mon appartement par peur de ce que ma famille pourrait faire ensuite. Zoé m'a apporté des provisions et est restée avec moi quelques nuits, inquiète de mon état mental qui se détériorait. Tu dois leur parler une dernière fois, m'a-t-elle conseillé. Pas pour te réconcilier, mais pour comprendre exactement ce qu'ils pensent faire. Elena aura assez d'éléments pour commencer à construire ta défense, mais savoir leur objectif final pourrait t'aider. À contre-cœur, j'ai accepté. Avec Zoé présente dans mon appartement pour me soutenir, j'ai appelé mes parents sur haut-parleur, enregistrant la conversation avec l'accord préalable d'Elena et son approbation. Comme l'Illinois est un État où le consentement des deux parties est nécessaire, et je comptais les informer de l'enregistrement. J'appelle au sujet du procès, ai-je dit quand ils ont répondu.
J'enregistre cette conversation à des fins juridiques. Il y a eu une pause, puis la voix de mon père, étonnamment calme. C'est bien. Nous n'avons rien à cacher. Pourquoi fais-tu ça? Tu dois savoir que tu ne peux pas légalement me forcer à vendre ma propriété. Nous savons ce que nous faisons, a répondu ma mère. Tu dois comprendre que tu as toujours été la plus responsable. Britney a besoin d'aide maintenant et tu as les moyens de la lui fournir. Alors c'est tout. Parce que j'ai été responsable et que j'ai travaillé dur, je mérite de perdre ma maison. Alors que Britney n'affronte aucune conséquence pour ses actions. Brittany est différente, a dit mon père, son ton suggérant qu'il expliquait quelque chose d'évident. Elle n'a pas été conçue pour la lutte comme toi. Elle a besoin de plus de soutien. Je n'ai pas été conçu pour la lutte, ai-je corrigé, ma voix tremblant de colère. J'ai été forcé de l'être par toi, par ton favoritisme constant et ton incapacité à tenir Britney responsable. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. Nous vous aimons toutes les deux de manière égale. Non, vous ne le faites pas. Jamais. Et maintenant, tu essaies de prendre la seule chose que j'ai construite pour moi malgré votre négligence. Il y a eu un long silence. Puis mon père a parlé, sa voix froide et inconnue. Nous avons toujours su que cela arriverait un jour, Valérie. Dès ta petite enfance, trop sérieuse, trop indépendante. Nous savions qu'éventuellement tu devrais être le filet de sécurité pour Britney. C'est ton rôle dans cette famille. Il est temps que tu l'acceptes. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Toute ma vie, j'avais senti cette attente tacite, mais l'entendre si clairement énoncé était un autre niveau de trahison. Je n'accepterai pas ce rôle, ai-je dit finalement. Plus maintenant. Alors tu ne nous laisses pas le choix, sinon de procéder au procès, a répondu ma mère. Nous t'avons élevé. Nous avons sacrifié pour toi. Tu nous dois ça. Après que l'appel ait pris fin, je me suis assise dans un silence ahuri. Zoé m'a passé le bras autour de moi. Tu as bien entendu, ai-je demandé. Il me voit littéralement comme rien de plus que le plan B de Britney. Je l'ai entendu, a-t-elle confirmé d'un ton maussade. Et ton application d'enregistrement téléphonique aussi. Ce soir-là, après le départ de Zoé, je me suis assise sur mon balcon à contempler la ligne d'horizon de Chicago, traitant ce que j'avais appris. Toute ma vie, j'avais travaillé pour gagner l'amour et l'approbation qui n'allaient jamais être donnés. Mes parents m'avaient élevé non pas comme une fille à chérir, mais comme une police d'assurance pour leur enfant préféré. La réalisation était dévastatrice, mais aussi étrangement libératrice. Je n'avais plus besoin d'essayer de gagner leur approbation ou leur respect. Je n'avais plus besoin de maintenir la fiction d'une famille aimante. La vérité était exposée, et bien que cela fasse mal, cela m'a aussi libéré de faire ce que je n'avais jamais osé auparavant, riposter avec tout ce que j'avais. Le point de rupture était atteint, et contre toute attente, je me sentais plus forte de l'avoir atteint. Avec l'aide d'Elena, j'ai commencé à construire systématiquement ma défense et ma contre-requête. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau un samedi matin. La table de conférence en verre bientôt couverte de documents, de dossiers immobiliers, de relevés bancaires, de rapports de crédit et de transcriptions de conversations avec ma famille. La première priorité est de mettre fin à leur procès ridicule, a expliqué Elena. C'est la partie facile. La contre-requête sera plus complexe, mais potentiellement plus satisfaisante. Nous avons commencé par la question de la propriété. J'ai rassemblé toute la documentation relative à l'achat de mon appartement. La demande de prêt hypothécaire montrant que j'étais la seule candidate. Les relevés bancaires démontrant que la source de mon acompte provenait exclusivement de mes économies et les paiements de frais d'entretien effectués uniquement à partir de mes comptes. J'ai même retrouvé les reçus d'entrepreneurs pour les rénovations, tous payés par moi sans aucune contribution de mes parents. Cela établit une indépendance financière complète concernant la propriété, a noté Elena. Ils ne peuvent pas revendiquer de droit de propriété dessus. Ensuite, nous avons abordé l'accord verbal présumé. J'avais des emails et des messages textes du dîner de famille et des conversations ultérieures montrant clairement mon refus constant de vendre l'appartement sans mention d'aucune promesse antérieure. Leur revendication repose sur un accord verbal qui n'a jamais existé, a dit Elena. En matière immobilière, même si un tel accord avait été conclu, ce qui n'est pas le cas, il faudrait qu'il soit écrit pour être exécutoire en vertu de la loi sur les fraudes. Les prêts étudiants frauduleux nécessitaient une enquête plus détaillée. Elena m'a mise en contact avec un spécialiste de la criminalistique financière nommé Marcus,
qui se spécialisait dans les cas d'usurpation d'identité. Il a méticuleusement retracé l'origine des prêts, identifiant les premières demandes, qui contenaient des signatures falsifiées et documentant comment les fonds avaient été détournés de leurs objectifs éducatifs. Ces prêts totalisent plus de 30 000 $, a expliqué Marcus, me montrant les documents. Avec les intérêts que vous avez payés, ils vous ont coûté près de 40 000 $ au fil des ans. Le chiffre était stupéfiant. 40 000 $ littéralement volés par mes propres parents. De l'argent qui aurait pu atténuer mes difficultés universitaires ou me permettre d'acheter mon appartement plus tôt. Pendant que l'équipe juridique travaillait sur les aspects financiers, Zoé m'a aidé à documenter le harcèlement. Nous avons créé une chronologie détaillée de toutes les tentatives de contact, appels téléphoniques, textos, emails, messages sur les réseaux sociaux, l'incident au lieu de travail et les tentatives d'entrée dans l'appartement. Les images de sécurité de mon immeuble et de mon bureau fournissaient des preuves visuelles de leur comportement de plus en plus intrusif. Ce schéma démontre une escalade claire, a noté Elena. De la manipulation émotionnelle à la tentative d'accès financier en passant par le harcèlement physique. Aucun juge ne regardera cela favorablement. Alors que nous construisions notre dossier, j'ai pris des mesures pour me protéger de toute intrusion supplémentaire. J'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires à mon appartement, j'ai alerté la sécurité de mon lieu de travail pour empêcher tout membre de la famille d'entrer dans l'immeuble, et j'ai créé de nouveaux comptes avec des mesures de sécurité renforcées pour remplacer ceux dont mes parents pourraient avoir des informations. Zoé vérifiait régulièrement mon appartement pendant que j'étais au travail, s'assurant que personne n'avait tenté d'y entrer. Juste au moment où nous finalisions notre stratégie, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Kevin, le futur ex-mari de Britney, me demandant de le rencontrer. Après consultation avec Elena, j'ai accepté de le voir dans un restaurant public avec des caméras de sécurité. Kevin avait l'air épuisé en arrivant, rien à voir avec le banquier confiant dont je me souvenais du mariage. Nous avons commandé du café et nous sommes assis dans un silence inconfortable jusqu'à ce qu'il parle enfin. Je veux m'excuser pour ce que ta famille te fait subir. Ce n'est pas de ta faute. Merci, ai-je dit, sincèrement surprise. Comment as-tu entendu parler du procès? L'avocat de Britney l'a mentionné lors des négociations, suggérant que les bénéfices de la vente de ton appartement entreraient en ligne de compte dans d'éventuels règlements. Mon avocat était perplexe, pour dire le moins. Il a hésité, puis m'a glissé un dossier sur la table. Je pensais que tu devrais avoir ça, des copies des documents financiers et des messages textes de Britney qui pourraient aider ton cas. J'ai ouvert le dossier avec prudence. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires montrant de gros retraits inexpliqués de comptes joints, des messages textes entre Britney et son amant, discutant de la façon de cacher leur relation, et surtout, des messages entre Britney et mes parents. Discutant de la façon de me faire pression pour contribuer au règlement de son divorce. Pourquoi me donnes-tu ça? Ai-je demandé, sincèrement confuse. Kevin a soupiré. Parce que ce qu'ils font est mal. J'aimais Britney malgré tout. Mais je ne peux pas rester là pendant que ta famille essaie de te détruire financièrement pour son bénéfice. Surtout quand, il a hésité. Quand quoi? Quand les problèmes financiers dans notre mariage allaient bien au-delà de l'adultère. Britney a un problème de jeu, un problème sérieux. Cela a commencé par le poker en ligne pendant la pandémie et a dégénéré en voyage au casino pendant que je voyageais pour le travail. Elle a perdu plus de 100 000 $ rien que l'année dernière. Cette révélation m'a stupéfaite. Mes parents avaient présenté le divorce de Britney comme une simple question de besoin d'une meilleure représentation juridique pour se battre contre le contrat de mariage. Ils n'avaient jamais mentionné de dette de jeu, ma famille est-elle au courant de cela? Ai-je demandé. Ils le savent. Ils ont aidé à couvrir certaines de ces pertes avant que je ne découvre ce qui se passait. C'est en partie pour cela qu'ils sont si désespérés d'argent maintenant. Ils sont financièrement étendus par le fait de la renflouer à plusieurs reprises. Cette information a tout changé. Ma famille n'essayait pas seulement d'aider Britney à traverser un divorce. Ils essayaient de m'utiliser pour résoudre une crise financière beaucoup plus importante qu'elle avait créée. Armé de ces nouvelles connaissances, je suis retourné voir Elena avec les documents de Kevin. Elle les a examinés attentivement, son expression devenant de plus en plus satisfaite. C'est extrêmement utile, a-t-elle confirmé. Cela établit un schéma d'irresponsabilité financière et de collusion qui contredit directement leur déposition. Kevin devrait être prêt à fournir un témoignage sous serment si nécessaire. Avec tous les éléments en place, Elena a déposé notre réponse à la poursuite de mes parents ainsi que notre contre-requête.
la contre-requête alléguée du harcèlement, de l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de l'usurpation d'identité concernant les prêts frauduleux, de l'atteinte à la vie privée pour l'utilisation de mes journaux intimes et de l'effraction pour les incidents de l'appartement. Nous avons demandé des dommages pour les prêts frauduleux, les intérêts payés et la souffrance émotionnelle, ainsi qu'une injonction empêchant tout membre de la famille de me contacter à mon domicile ou à mon travail sans autorisation écrite préalable. Et maintenant, ai-je demandé une fois que tout a été déposé. Maintenant, nous attendons leur réponse, a expliqué Elena. Mais d'après la force de nos preuves, je m'attends à ce qu'ils réalisent rapidement qu'ils sont dans une position intenable. Leur avocat, en supposant qu'ils en aient un compétent, leur conseillera de retirer leur poursuite et de tenter de régler la nôtre. La période d'attente fut difficile. Je me suis consacré au travail, reconnaissante du soutien et de la compréhension continue de Grégory. Il a organisé pour que je travaille temporairement sur des projets nécessitant moins d'interaction client, me permettant de me concentrer sur la reconstruction de ma confiance professionnelle. Après la scène de Britney au travail, Zoé est restée mon ancre émotionnelle, vérifiant chaque jour et fournissant une perspective lorsque l'anxiété menaçait de me submerger. Rappelle-toi, me rappelait-elle, tu ne te défends pas seulement maintenant. Tu établis que tu ne peux pas être manipulé ou utilisé. Il s'agit de ton avenir, pas seulement de ton appartement. 2 semaines après le dépôt, nous avons reçu la réponse de l'avocat de mes parents. Comme Elena l'avait prédit, ils retiraient leurs accusations contre moi. Cependant, ils contestaient également notre contre-requête, affirmant que toutes les actions étaient motivées par des préoccupations familiales et niant toute connaissance des prêts frauduleux, malgré des preuves claires du contraire. C'est en fait une bonne nouvelle, m'a assuré Elena. Leur position est faible et ils le savent. Ils font juste semblant avant d'offrir un règlement. Comme prévu, 3 jours plus tard, leur avocat a contacté Elena avec une offre de règlement. Il retirerait toutes les accusations concernant mon appartement. Des excuses formelles pour le malentendu et le paiement d'une somme nominale pour les prêts frauduleux si je retirais ma contre-requête. C'est insultant, ai-je dit quand Elena a présenté l'offre. Ils ont commis une fraude et du harcèlement, et ils pensent qu'un paiement symbolique et des excuses peu sincères résolvent cela. Je suis d'accord, a répondu Elena. Nous contre-attaquerons avec des conditions qui abordent réellement la gravité de leurs actions. Notre contre-offre était ferme, le remboursement intégral de tous les montants de prêts frauduleux plus les intérêts, le paiement des frais de thérapie résultant de la détresse émotionnelle, un accord juridiquement contraignant pour cesser tout contact sauf s'il est explicitement initié par moi, et une admission formelle de faute concernant à la fois les prêts et le harcèlement. Mes parents ont rejeté nos conditions, apparemment convaincus que les liens familiaux finiraient par me conduire à accepter un règlement inférieur. Ils ont fondamentalement mal compris à quel point leurs actions avaient rompu ces liens. Les négociations de règlement étant au point mort, nous avons procédé aux audiences judiciaires avec une confiance tranquille née de preuves écrasantes et de fondements juridiques solides. À l'approche de la date du procès, je me suis retrouvé étonnamment calme. L'appartement qui avait été au centre de ce conflit est devenu mon sanctuaire. Chaque soir, je parcourais les pièces, touchant les murs que j'avais peints, les comptoirs que j'avais remplacés, me rappelant ce pourquoi je me battais. Pas seulement une propriété, mais le droit de déterminer ma propre vie sans être exploité par ceux qui auraient dû me protéger. Les lignes de bataille étaient tracées. La stratégie était en place. Maintenant, il était temps de faire face à ma famille au tribunal et de me défendre enfin, sans compromis ni excuse. Le matin de l'audience, un étrange sentiment d'inévitabilité s'est fait sentir. Je me suis habillé soigneusement dans un tailleur bleu marine conservateur, tentant de projeter la compétence et la stabilité qui me serviraient bien devant un juge. Elena m'a rencontré devant le palais de justice, projetant une confiance qui a contribué à calmer mes nerfs. « Rappelle-toi » a-t-elle dit en montant les marches, « tu as la vérité et les preuves de ton côté. » Ils n'ont ni l'un ni l'autre. La salle d'audience était plus petite que ce que j'avais imaginé d'après les drames télévisés, plus intime et donc plus intimidante. Mes parents et Britney étaient assis de l'autre côté avec leur avocat, un homme à l'air harcelé avec une mallette usée, qui semblait examiner les documents à la dernière minute. Aucun d'eux ne croisa mon regard. Le juge Harriet Wilson est entrée, une femme d'une 60aine d'années aux yeux vifs qui ne ratait apparemment rien. Après les présentations préliminaires, elle a examiné les documents contradictoires et a levé les yeux avec une exaspération à peine dissimulée. Avant d'aller plus loin, je tiens à être clair sur ce que nous traitons ici, a-t-elle dit. Le procès initial alléguant un accord verbal pour vendre la propriété a été retiré. Ce qui reste, c'est une contre-requête alléguant du harcèlement,
de la détresse émotionnelle, de l'usurpation d'identité, de l'atteinte à la vie privée et de l'effraction. Est-ce exact? Les deux avocats ont confirmé cette évaluation. Très bien, a poursuivi le juge Wilson. Abordons ces allégations systématiquement. Les procédures qui ont suivi ont été à la fois éprouvantes et surréalistes. Elena a présenté nos preuves méthodiquement, la documentation des prêts frauduleux, la conversation téléphonique enregistrée où mes parents admettaient me considérer comme le filet de sécurité de Britney, les images de sécurité de leur tentative d'intrusion dans mon appartement, les incidents répétés au travail et le schéma de harcèlement croissant. Tout au long de la présentation d'Elena, j'ai gardé une expression neutre, bien qu'il fût difficile de regarder mes parents se tortiller inconfortablement à mesure que chaque nouvelle preuve était introduite. Britney alternait entre un regard provocateur et des larmes, surtout lorsque la documentation de Kevin sur ses habitudes de jeu était présentée. Quand ce fut le tour de leur avocat de répondre, la faiblesse de leur position devint douloureusement évidente. Il a tenté de présenter leurs actions comme motivées par des préoccupations de bien-être familial, suggérant que les prêts avaient été contractés avec mon consentement verbal, contredit par la documentation montrant que je n'étais même pas présente lorsqu'ils ont été initiés, et que leur tentative d'entrer dans mon appartement était par souci de ma santé mentale, contredit par leur propre message discutant de l'inventaire de mes biens. Le juge Wilson a interrompu leur avocat, posant à plusieurs reprises des questions pointues qui ont révélé les incohérences logiques de leur défense. Suggérez-vous, a-t-elle demandé à un moment donné, que contracter des prêts au nom de quelqu'un d'autre sans sa connaissance ou son consentement est une expression d'amour parental? L'avocat a balbutié une réponse peu convaincante sur les différentes dynamiques familiales qui a fait que les sourcils du juge Wilson se sont presque levés jusqu'à sa ligne de cheveux. Le tournant est arrivé quand mon père a été appelé à témoigner. Sous le questionnement habile d'Elena, son façade soigneusement construite a commencé à s'effriter. Lorsqu'il a été pressé sur la conversation enregistrée où il admettait qu'ils avaient toujours eu l'intention que je sois le filet de sécurité de Britney, il a tenté de se justifier plutôt que de nier. Les familles ont des rôles différents, a-t-il insisté. Valérie était toujours plus capable, plus indépendante. Britney a besoin de plus de soutien. Il n'y a rien de mal à s'attendre à ce que les membres de la famille s'entraident selon leurs capacités. As-tu jamais aidé Valérie selon tes capacités? Elena a demandé. Nous l'avons élevée, mis un toit sur sa tête. As-tu payé ses études comme tu l'as fait pour Britney? Non, mais as-tu contribué à l'achat ou à la rénovation de son appartement? Non, mais ce n'est pas pertinent. Cela semble extrêmement pertinent pour la situation actuelle, a rétorqué Elena. Tu demandes au tribunal de croire que les membres de la famille doivent s'entraider. Pourtant, tu as constamment manqué d'aider ta fille aînée tout en exigeant qu'elle se sacrifie pour ta fille cadette. Le visage de mon père s'est renfrogné. Brittany avait plus besoin d'aide. Parce qu'elle refuse d'affronter les conséquences de ses actes, a suggéré Elena, comme les dettes de jeu qui ont précipité cette crise de divorce. À la mention du jeu, Britney s'est soudain levée. C'est tellement injuste, a-t-elle crié. Tout le monde prend toujours le parti de Val. Elle se croit parfaite avec son travail chic et son appartement. Elle a toujours été jalouse de moi. Miss Edwards, contrôlez votre cliente, a dirigé le juge Wilson vivement son avocat. Au lieu de s'asseoir, Britney a continué son explosion. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être moi. Tout le monde attend tellement, et quand je fais une petite erreur, j'ai gaspillé $100 000 en jouant et avoir une liaison ne sont pas des petites erreurs, ai-je dit calmement, parlant pour la première fois. Tais-toi, a crié Britney. Tu n'as aucune idée de la pression sur moi. Maman et papa s'attendaient toujours à ce que je sois spécial, que je sois extraordinaire. Toi, tu as pu être ennuyeuse et responsable, mais moi je devais briller. Sa confession inattendue a réduit au silence la salle d'audience. Mes parents avaient l'air mortifiés. Leur avocat vaincu. Le juge Wilson a demandé une brève interruption pendant laquelle Elena m'a serré le bras. Cette explosion, vient de gagner ton procès, m'a-t-elle murmuré. À la reprise des débats, le juge Wilson a rendu sa décision avec une efficacité rapide. Elle a rejeté toutes les objections restantes à ma contre-requête, statuant en ma faveur sur tous les points. Mes parents ont été condamnés à rembourser le montant total des prêts frauduleux plus les intérêts, à couvrir mes frais de justice et à payer des dommages pour détresse émotionnelle. De plus, une ordonnance de restriction a été délivrée, leur interdisant à tous de me contacter à mon domicile ou à mon travail sans autorisation écrite préalable. De plus, a ajouté le juge Wilson, je transmets l'affaire des prêts étudiants au bureau du procureur général pour d'éventuelles poursuites pénales,
car l'usurpation d'identité et la fraude sont des infractions graves. Qu'ils choisissent ou non de poursuivre ces accusations dépendra de leur discrétion, mais je vous encourage fortement, elle m'a regardé directement, à effectuer une restitution complète immédiatement comme preuve de bonne foi. L'impact de ces mots fut immédiat. Ma mère a commencé à pleurer doucement tandis que mon père s'asseyait dans un silence ahuri. Britney fixait le sol, tout son feu précédent éteint. Alors que nous quittions le tribunal, mes parents ont tenté de m'approcher. Elena s'est interposée, leur rappelant l'ordonnance de restriction fraîchement délivrée. Le visage de mon père s'est durci. C'est ce que ne fait pas la famille, a-t-il dit par-dessus son épaule. Non, ai-je convenu. La famille ne vole pas ses enfants et n'essaie pas de prendre leur maison. La famille ne harcèle pas, ne traque pas et ne poursuit pas en justice. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est me protéger de personnes qui ont prouvé à plusieurs reprises qu'elles n'ont pas mes meilleurs intérêts en cœur. Tu vas le regretter, a dit ma mère en larmes. Un jour, tu auras besoin de nous. J'ai eu besoin de vous toute ma vie, ai-je répondu. Et vous avez constamment choisi Britney. Maintenant, je me choisis moi-même. Sur ce, Elena m'a guidé. Nous n'avons pas regardé en arrière. Les nouvelles de l'issue du procès se sont propagées rapidement dans la famille élargie. Les réactions étaient mitigées. Certains parents qui n'avaient entendu que la version de mes parents étaient choqués par les révélations de fraude et de harcèlement. D'autres qui avaient été témoins du favoritisme envers Britney tout au long de notre enfance m'ont secrètement contacté pour exprimer leur soutien à ma position. Tante Hélène, la sœur de ma mère, qui avait toujours été un peu plus perspicace que le reste de la famille, m'a envoyé un bref email. J'ai toujours vu comment il te traitait. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé. Les conséquences financières pour mes parents furent considérables. En plus du remboursement des prêts et des dommages, ils ont fait face à des frais juridiques importants et à la possibilité de poursuites pénales. En quelques semaines, ils ont mis leur maison en vente, réduisant leurs obligations judiciaires. Britney, soudainement, sans son filet de sécurité habituel, a été obligée de trouver un emploi pour la première fois depuis des années. D'après des connaissances mutuelles, elle a trouvé un emploi de conseillère en vente au détail et a déménagé dans un appartement modeste après avoir accepté un règlement de divorce beaucoup plus faible qu'elle ne l'avait initialement demandé. Quant à moi, la victoire semblait d'abord creuse. J'avais gagné, mais au prix de toute relation restante avec ma famille d'origine. Pourtant, au fil des semaines, j'ai commencé à reconnaître la liberté qui découlait de cette perte. Plus de marche sur des œufs. Plus de diminution de mes réalisations pour éviter de faire sentir Britney mal. Plus d'attente constante que je me sacrifierais pour les autres tout en ne recevant rien en retour. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu me concentrer sur la création de relations réciproques et saines avec des personnes qui m'appréciaient pour moi-même plutôt que pour ce que je pouvais faire pour eux. 3 mois après l'audience, j'ai reçu une lettre inattendue de mon père. Elena l'a d'abord examinée pour s'assurer qu'elle ne violait pas l'ordonnance de restriction, puis me l'a transmise avec un avertissement de réfléchir attentivement si je voulais la lire. La lettre était courte et prévisible, un mélange de justification, de blâme subtil et d'un appel aux liens familiaux. Malgré tout ce qu'il a écrit, nous sommes toujours tes parents. Un jour, tu pourras reconsidérer et nous laisser revenir dans ta vie. Je n'ai pas répondu. Certains ponts une fois brûlés ne devraient pas être reconstruits. 6 mois après l'affaire judiciaire, ma vie s'était transformée de manière subtile et profonde. L'appartement qui avait été au centre de ce conflit était maintenant vraiment un sanctuaire. J'avais repeint plusieurs pièces, remplacé des meubles associés aux visites familiales et créé un espace qui reflétait ma personnalité sans aucune considération pour les opinions de mes parents ou de Britney. En travaillant avec Dr. Lena Phillips, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, j'ai commencé le processus difficile de déballer une vie entière de négligence émotionnelle et d'amour conditionnel. Nos sessions hebdomadaires me laissaient souvent épuisé, mais avec une clarté croissante sur les schémas que je n'avais jamais entièrement reconnus auparavant. Tu as été parentifié dès ton plus jeune âge, a expliqué Dr. Phillips lors d'une séance. On s'attendait à ce que tu sois la responsable, la mature, tout en étant privé de la reconnaissance et du soutien qui aurait dû accompagner ce rôle. Je pensais juste que c'était normal. Il y a une différence entre la responsabilité adaptée à l'âge et ce qui était placé sur toi. On s'attendait à ce que tu sois adulte alors que tu étais encore enfant toi-même, tandis que Britney était autorisée à rester enfantine bien plus tard dans sa vie adulte. Ces aperçus m'ont aidé à comprendre pourquoi l'appartement était devenu un point de friction.
Il représentait non seulement la sécurité financière, mais aussi une déclaration symbolique de mon droit de prioriser mes propres besoins après une vie où l'on s'attendait à ce que je me sacrifie pour les autres. En travaillant à travers ces réalisations, j'ai également commencé à construire ce que Dr. Phillips appelait ma famille choisie. Zoé avait toujours été une pierre angulaire de ce groupe, mais maintenant j'ai élargi mon cercle, renouant avec des amis d'université avec lesquels j'avais perdu contact pendant des années de surmenage, et rencontrant de nouvelles personnes à travers des cours et des groupes d'intérêt. J'avais enfin l'énergie émotionnelle pour participer. Nous nous réunissions pour les brunchs du dimanche, les soirées cinéma, et des voyages occasionnels de fin de semaine, créant des traditions qui remplaçaient les réunions de famille obligatoires et souvent tendues de mon passé. Ces relations étaient basées sur le respect mutuel et l'affection sincère, pas sur l'obligation ou la manipulation. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiaient les connexions saines. Grégory a continué à être une présence de soutien au travail, s'assurant que le drame familial ne déraille pas ma carrière. Sous son mentorat, j'ai été promu analyste senior avec une augmentation substantielle qui m'a permis d'accélérer le remboursement de mes prêts étudiants légitimes restants. La liberté financière est devenue un objectif réaliste plutôt qu'un rêve lointain. Tu sais, m'a-t-il dit après avoir annoncé ma promotion, parfois, les batailles les plus difficiles nous donnent le sentiment le plus clair de notre propre force. Tu as géré cette année avec une grâce remarquable. Pas toujours gracieusement, ai-je corrigé, pensant aux larmes et à la colère qui avaient ponctué mon parcours. La grâce, ce n'est pas de ne jamais craquer, a-t-il répondu. C'est de savoir comment se remettre sur pied. Environ 8 mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un email de Britney envoyé via Elena pour respecter l'ordonnance de restriction. Contrairement aux communications de mes parents, qui continuaient d'arriver périodiquement malgré mon absence de réponse, le message de Britney était différent. « Je sais que tu dois me détester », a-t-elle écrit. « Tu as toutes les raisons de le faire. J'ai beaucoup réfléchi à notre enfance et à la façon dont maman et papa nous traitaient si différemment. J'ai toujours pensé que tu avais une vie meilleure parce que tu étais indépendante et capable. Je n'ai jamais réalisé la pression qu'il mettait sur toi ou à quel point il me favorisait. Je ne demande pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis en train de suivre une thérapie pour mon jeu et que j'essaie de prendre mes responsabilités pour ma vie pour la première fois. J'espère qu'un jour nous pourrons à nouveau parler, mais je comprends si cela n'arrive jamais. J'ai montré l'email à Dr. Phillips lors de notre prochaine séance. Qu'en penses-tu, a-t-elle demandé. Crois-tu qu'elle soit sincère? Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Britney a toujours été douée pour dire ce que les gens veulent entendre quand elle a besoin de quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle pourrait avoir besoin de toi maintenant? J'ai considéré la question. Rien d'évident. Elle a un travail, un appartement. Nos parents sont toujours dans sa vie, bien qu'ils aient moins à lui donner maintenant. Peut-être que ce dont elle a besoin n'est pas matériel, Dr. Phillips a suggéré. L'idée que Britney pourrait réellement faire son propre travail émotionnel était difficile à traiter. Pendant si longtemps, elle avait été cataloguée dans mon esprit comme la preneuse perpétuelle, l'enfant choyé qui n'a jamais eu à grandir. La possibilité qu'elle aussi puisse changer a perturbé le récit que j'avais construit. Après mûre réflexion et consultation avec Dr. Phillips et Elena, j'ai accepté un échange limité par email avec Britney, en maintenant des limites claires tout en ouvrant une petite porte à une possible réconciliation. Nos communications étaient timides au début, se concentrant sur des sujets neutres et des expériences actuelles plutôt que de revenir sur des griefs passés. Progressivement, une image différente de ma sœur a émergé. Sans la présence de nos parents pour la soutenir, elle avait du mal mais grandissait aussi. La princesse privilégiée cédait la place à quelqu'un de plus ancré, plus conscient de ses propres schémas. Bien que j'ai maintenu un scepticisme sain, j'ai aussi permis la possibilité d'un changement réel. Mes parents étaient une autre affaire entièrement. Leurs communications occasionnelles continuaient de montrer un manque fondamental de compréhension quant à ce qui s'était passé. Ils présentaient toute la bataille juridique comme un regrettable désaccord familial plutôt que comme une conséquence de leurs actions. Ils n'ont exprimé aucun remords sincère pour la fraude ou le harcèlement, simplement de la tristesse face à l'éloignement actuel. Certaines personnes sont incapables de la réflexion nécessaire pour un véritable changement, a noté Dr. Phillips lorsque j'ai partagé leur dernière communication. Maintenir la distance dans de tels cas n'est pas punitif. C'est protecteur. J'ai pris ces paroles à cœur, renforçant mes limites avec mes parents tout en nourrissant prudemment la nouvelle connexion fragile avec Britney.
Cette approche sélective des relations familiales représentait une étape importante dans mon cheminement de guérison, me permettant de faire des choix conscients plutôt que de remplir automatiquement les attentes. Un an après l'affaire judiciaire, j'ai organisé une petite réunion dans mon appartement pour marquer à la fois l'anniversaire et ma guérison continue. Zoé, Grégory et sa femme, plusieurs amis de mon nouveau cercle social, et même Elena ont assisté. Alors que nous partagions nourriture et conversation dans la maison que j'avais si durement lutté pour conserver, j'ai ressenti une paix profonde. Plus tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, Zoé et moi nous sommes assises sur mon balcon à regarder les lumières de la ville. « Regrettes-tu jamais ?» a-t-elle demandé, se tenant debout pour eux si complètement. J'ai considéré la question avec soin. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette qu'ils n'aient pas pu être les parents dont j'avais besoin, mais je ne regrette pas de m'être protégé. Trop longtemps, je me suis consumé pour les réchauffer. Surtout Britney. Apprendre à me prioriser n'était pas égoïste. C'était de la survie. Tu as changé, a observé Zoé. Tu te tiens plus droite maintenant. Parce que je me tiens sur un sol solide, ai-je répondu, ne me déplaçant pas constamment pour m'adapter aux autres. La leçon avait été douloureuse mais transformatrice. La vraie famille, qu'elle soit biologique ou choisie, soutient votre croissance plutôt que d'exploiter votre force. L'amour ne vous demande pas de vous diminuer ou de sacrifier votre sécurité. Les relations saines sont réciproques, pas parasitaires. Mon appartement est resté plus qu'un simple bien immobilier. Il représentait une déclaration d'indépendance, une manifestation physique de mon droit d'établir des limites et de définir ma propre vie. Chaque pièce contenait des souvenirs à la fois de la lutte pour le conserver et de la paix qui a suivi, un rappel quotidien de mon parcours de fille accommodante à adulte respectueuse de soi. Alors que Zoé partait ce soir-là, elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis fier de toi, Val, pas seulement pour avoir gagné la bataille, mais pour la façon dont tu as géré les conséquences. Ces mots ont résonné dans mon esprit alors que je me préparais à me coucher. Les conséquences avaient en effet été aussi difficiles que la bataille elle-même, me demandant de reconstruire ma compréhension de l'amour familial et de ma propre valeur. Pourtant, à travers cette reconstruction, j'avais créé quelque chose de plus fort et de plus authentique que ce qui existait auparavant. L'appartement était silencieux alors que je me déplaçais dans ma routine nocturne, mais c'était un silence paisible, pas le silence tendu de ma maison d'enfance. Ici j'étais, libre d'être pleinement moi-même sans excuse ni justification. Ici, j'avais pris position, ce qui avait changé non seulement ma relation avec ma famille, mais ma relation avec moi-même. C'est peut-être là la leçon la plus profonde de toutes. Parfois, le plus grand acte d'amour est celui que vous vous accordez à vous-même, en établissant des limites qui protègent votre esprit et créent de l'espace pour la joie authentique. En défendant ma maison, j'avais finalement retrouvé mon chemin vers moi-même. Et vous ? Avez-vous jamais eu à fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ont profité de votre générosité ? Ou avez-vous vécu le fait d'être la personne responsable pendant que d'autres s'en sortaient avec n'importe quoi ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires de triomphe sur l'adversité. Votre soutien signifie énormément pour moi et m'aide à continuer à partager ces histoires personnelles. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et rappelez-vous que vous méritez aussi de prioriser votre propre bonheur.